8h39. La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. Et c'était la 9e fois qu'Emmanuel Macron présentait ses vœux, la 9e et avant-dernière fois. Bonjour Thierry Lenz. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, écrivain, historien, grand spécialiste de Napoléon. Vous êtes accompagné ce matin par Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Journaliste, fondateur du site slate.fr. Ces vœux, vous les avez écoutés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait tout à l'heure Guillaume Tabar? Il n'y a pas grand-chose à en tirer. Écoutez, c'était une cérémonie des vœux un peu triste, avec un décor extrêmement calculé. Les communicants de l'Élysée ont dû beaucoup réfléchir à la présence du sapin, au drapeau européen coupé à peu près à la moitié, etc. Enfin voilà. Pour le reste, je le disais tout à l'heure à Guillaume hors antenne, la première partie aurait fort bien pu devenir un éditorial du Figaro, et je suis assez d'accord avec lui sur son analyse des différents points, des différents programmes que Emmanuel Macron fixe, on ne sait pas à qui d'ailleurs, pendant l'année 2026. Ça lui permettra sans doute de dire en 2027, malgré tous les efforts que j'ai accomplis cette année, je n'ai pas pu, et il reprendra la liste qu'il a donnée hier soir. Jean-Marie Colombani. C'est toujours un exercice très difficile dans la situation politique qui est celle du président de la République, que de convaincre à partir du moment où il n'est plus entendu par les Français. À partir du moment où il y a cette coupure entre lui-même et les Français, ça devient évidemment très difficile de se faire entendre. Pour l'essentiel, c'était quand même une prise de parole très sobre et sans exagérer la gravité de ce qui se passe autour de nous. Il aurait pu être très alarmiste, il ne l'a pas été, il a été beaucoup plus sobre, et donc ça, je pense que c'est apporté à son crédit. Beaucoup d'autres présidents avant lui avaient parlé dans des situations de cohabitation, le plus souvent, d'une année utile à venir, une année utile alors même qu'ils étaient dépourvus de l'exercice plein du pouvoir. Donc c'est un peu la situation d'Emmanuel Macron, sauf que ça n'est pas une vraie cohabitation, là. C'est un gouvernement qui est quand même le sien, mais avec une assemblée dont on sait qu'elle ne lui est pas acquise, au contraire, et qu'elle rend la manœuvre extrêmement difficile. Après qu'il ait énoncé les principaux chantiers qu'il voudrait voir aboutir, ça me paraissait aussi normal qu'il utilise qu'il s'exprime de la façon dont il s'est exprimé. Simplement, on sait que tout va revenir à l'Assemblée, et tout va revenir évidemment à la capacité du Premier ministre de faire ou non des compromis qui sont nécessaires. Oui, ce sera l'enjeu de ce début d'année. Oui, c'est une situation très délicate parce qu'en fait, ce qui est en jeu aussi à travers lui, c'est quand même le sort de l'institution présidentielle, compte tenu du fait qu'un certain nombre de responsables politiques ont demandé son départ. C'est d'ailleurs assez curieux. Ce sont des gens qui veulent briguer la présidence de la République et qui demandent le départ du président en place. Donc, ils feraient jurisprudence à leurs dépens s'ils étaient élus eux-mêmes. Et donc, ils participent à la défaisance de l'institution présidentielle. Donc, le principal travail d'Emmanuel Macron dans les mois qui viennent, ça va être d'être capable de préserver l'institution, parce que c'est la clé de voûte des institutions. Et si celle-là venait à être trop affaiblie, là, nous irions vraiment très mal. Alors, en attendant l'élection présidentielle de 2027, l'enjeu cette année, vous l'avez dit, c'est l'adoption d'un budget pour la deuxième année consécutive. La France doit se contenter d'une loi spéciale. Mais question à tous les deux, le compromis est-il indispensable ? Le compromis, on voit très très bien ce que ça peut donner. On l'a vu avec le budget de la sécurité sociale. Est-ce que le compromis doit être acquis à tout prix? Je n'en suis pas sûr. Alors je diverge un petit peu de Jean-Marie sur un point. Je crois que si on devait regarder techniquement quelle serait la mesure qui serait peut-être la dernière chance de sauver ces institutions, peut-être que, en regardant la situation froidement, la solution ne peut être que le départ du président de la République. Parce que c'est la seule façon de créer une dynamique qui permettra peut-être, dans l'hypothèse d'une élection législative qui suivrait, d'avoir une majorité. Mais évidemment, c'est extrêmement risqué. Donc, je pense que tout le monde va préférer que les choses restent en l'état. Puis ensuite, depuis des années, même probablement des décennies, nous savons assez exactement ce qu'il faudrait faire sur le plan budgétaire pour
essayer d'aller mieux, Oui. enfin essayer d'inverser un petit peu une tendance de la dépense. Mais est-ce qu'une présidentielle, ça règle tout? Je veux dire, des retraites, du budget jusqu'à la division de l'Assemblée nationale. Écoutez, si on veut avoir des institutions qui seront stables avec une forme de majorité, alors qu'elles soient de coalition, entre qui et qui, tout ça, ce serait un autre sujet. Il faut pas isoler les législatives de l'élection principale, à mon sens. C'est-à-dire que l'élection principale reste quand même l'élection présidentielle. Quand doit-elle avoir lieu? Ça dépend évidemment pas de nous, mais si on devait en passer par un appel aux électeurs, c'est évidemment par celle-ci qu'il faut commencer, parce que l'Assemblée restera en l'état, même une nouvelle dissolution en plus aura des inconvénients institutionnels en fonction de sa date, puisque elle privera le prochain président de la République d'une arme constitutionnelle très importante. Donc on est quand même dans une situation qui n'est pas très gaie. Alors l'utilité de cette année, on pourra véritablement en parler à la fin 2026. Mais c'est vrai que vous avez parlé de ce compromis sur le budget de la sécurité sociale, salué par les uns, dénoncé par les gauches, la gauche notamment, les insoumis, mais aussi à droite. Et je voulais vous faire réagir à un édito. C'était au lendemain de l'adoption de ce budget de la sécurité sociale. La phrase que vous pouvez lire dans l'édito du Figaro: la stabilité à tout prix, c'est l'antichambre du chaos. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marie Colombani? Je pense exactement le contraire. Je pense qu'il ne faut absolument pas ajouter la crise à la crise, qui serait absolument gravissime, parce qu'encore une fois, dans la situation dans laquelle nous sommes, où il n'y a pas de majorité, si vous revotez demain, il n'y aura pas davantage de majorité. Il suffit de regarder les intentions de vote telles qu'elles s'expriment dans l'opinion, et le faux calcul d'Emmanuel Macron est très exactement le raisonnement qui est celui aujourd'hui de ceux qui veulent une élection présidentielle anticipée, c'était de dire, oui, mais on va en revenir vers les Français, et voilà, la prise de conscience de ceci ou de cela va faire qu'ils vont dégager une majorité. Non, c'était un désastre absolu. Et ce serait tout autant un désastre si on revotait maintenant. Donc je pense qu'il faut laisser les choses, il faut que l'Assemblée soit capable elle-même d'apporter la preuve qu'elle peut faire un budget, ce qui est quand même essentiel. Et il faut aussi respecter les échéances, respecter les institutions, respecter les échéances. Il peut se passer plein de choses en 1 an et demi, puisque un peu moins d'1 an et demi nous sépare de l'élection présidentielle. Et on verra à ce moment-là les choses se remettre complètement je veux dire, les compteurs seront peut-être remis complètement à zéro. Il y aura peut-être, comme disent les Américains, un reset qui permettra d'avancer. Mais il faut surtout éviter, je pense, d'ajouter le chaos à la crise actuelle, d'autant que nous sommes quand même sous des menaces extérieures non négligeables. Il y a une guerre hybride qui est faite contre les pays occidentaux, dont la France. Il y a, je veux dire, des intentions malveillantes du côté de la Russie, lequel le président russe cite à chaque fois qu'il le peut Napoléon pour montrer qu'on... On va y revenir. Justement, on va y revenir. Entendu, évidemment. Ben oui, on va parler de l'Ukraine, puisque c'est d'ailleurs une des images qui vous a marqué cette année, Jean-Marie Colombani, la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky en février dernier. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est un tournant majeur dans les relations internationales? Disons que c'est déjà peu commun, c'est-à-dire qu'habituellement la diplomatie se déroule, ou en tout cas ces événements-là faisant partie de la diplomatie se déroulent, on va dire un petit peu hors des caméras. Hors caméra, voilà, oui, c'est sûr. Oui. Ceci étant dit, et c'était peut-être le but que ce soit face aux caméras. Voilà, alors faut pas essayer de voir derrière le rideau, mais il doit se passer des choses derrière le rideau que nous ignorons et qu'on découvrira probablement un petit peu plus tard, parce que la violence de l'agression à Zelensky au mois de février est absolument inexplicable. Certes, on peut toujours dire que Trump est mal élevé, que Vance est très direct et tout ce qu'on veut, mais pourquoi à ce moment-là, pourquoi devant le monde entier, je ne sais pas. Alors peut-être que Jean-Marie a des éclairages sur le sujet. On va demander à Jean-Marie. Mon éclairage n'a pas varié de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a une complaisance de Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine. Il y a même une adéquation dans les doctrines qui sont énoncées par les uns et les autres. Regardez ce qui vient de se passer. Il y a eu quand même des avancées apparemment sérieuses en Floride, notamment entre le président ukrainien et le président américain. Et aussitôt, Vladimir Poutine se met en travers pour essayer de rappeler, au fond, comme s'il rappelait Trump à ce qu'il doit être, c'est-à-dire le complice et l'ami de Vladimir Poutine. Donc ils ont monté cette espèce d'opération
dont tout le monde dit qu'elle n'a pas eu lieu, pour essayer de colériser Trump contre Zelensky, ce qui n'a pas manqué d'arriver d'ailleurs, malgré le fait que, oui, c'est vrai, oui. malgré le fait que cette histoire de drone sur la résidence de Poutine ne tient pas la route, puisque personne ne peut en attester, ni dire que ça s'est vraiment produit. Donc c'est ça le problème. Bien sûr, on a oui. toujours un président américain qui, malgré tout, agit contre les intérêts des États-Unis, et en tout cas contre les intérêts de ce que l'on appelait à une époque la communauté transatlantique. Et Volodymyr Zelensky hier disait qu'on en est à 90% du travail, mais les 10% sont les 10% les plus intéressants. Tout à l'heure, Jean-Marie Colombani vous a tendu une perche, et j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que Vladimir Poutine restera dans l'histoire comme une sorte de Napoléon, un empereur surpuissant aux tentations de conquête? Oui, alors puisque nous avons 3 heures, il va falloir qu'on reprenne notre histoire napoléonienne à la base. Hein. Vous êtes là, vous évidemment, on vous provoque un petit peu. Une idée de provocation. Je pense que, bon, d'abord, remettons les choses calmement à leur place. Tout ce dont nous parlons avec Napoléon s'est passé il y a 200 ans dans un monde qui était totalement différent, qui était dans lequel l'Europe dominait le monde, avec et y compris sur le plan économique. Donc, si vous voulez, ça n'a rien de commun. Je pense que probablement Vladimir Poutine subit ce que Napoléon en son temps a subi aussi, c'est-à-dire cette espèce d'ivresse d'aller toujours en avant. Il doit avoir aussi derrière son dos des gens qui le poussent un petit peu à avancer, et la nécessité de toujours avancer pour ne pas chuter. Bon, voilà, c'est le seul parallèle qu'on peut faire, mais je vous rappelle quand même que Napoléon est bien antérieur à Vladimir Poutine, donc que la comparaison ne peut s'effectuer dans le sens que vous avez Non, mais c'est simplement évoqué. que Poutine lui-même invoque Napoléon pour montrer que les Européens se sont plantés, quoi, pour faire appel au patriotisme russe en disant qu'on a vaincu Napoléon. Tout à fait, oui. C'est en ça qu'il utilise le et on fait souvent dire ce qu'on veut aux figures du passé. Oui, bien sûr, et alors Napoléon particulièrement, puisqu'il a déjà dit beaucoup de choses, donc et parfois des choses et leur contraire, donc on peut évidemment lui faire dire à peu près ce qu'on veut. Simplement, pour rebondir sur ce que disait Jean-Marie, moi je trouve que la Fondation Napoléon a avait des accords avec des institutions historiques russes qui n'étaient pas particulièrement, alors je veux pas leur créer d'ennui non plus si on nous écoute, mais enfin qui n'étaient pas particulièrement pro-Poutine, mais on voit aussi alors un renversement qui est dû probablement aux pressions qui sont exercées sur eux, mais il y a aussi on va appeler ça l'âme russe pour dire les choses simplement, qui est effectivement ce côté très patriote, extrêmement résilient, comme on dit aujourd'hui, qu'il ne faut pas non plus compter pour rien. Je pense que les choses sont bien sûr, il y a un méchant, il y a un gentil, mais il faut toujours rappeler que les ennemis des méchants ne sont pas forcément gentils. Et puis il y a autour de tout ça une sociologie, une anthropologie des Russes qu'on a nous aussi un peu de mal à comprendre, de même que parfois on a du mal à comprendre les Américains. Il faut aller se mettre au milieu d'eux pour essayer de les écouter. Venons-en à quelque chose d'un peu plus léger, quoique même Donald Trump a réagi cette nuit pour se moquer de la naturalisation de George Clooney, de sa femme et de ses 2 enfants. Ils sont devenus français. Hier, le ministère des Affaires étrangères a expliqué ce choix par leur lieu de résidence, c'est dans le Var, et par leur contribution au rayonnement culturel de la France. Alors c'est une bonne chose, ça, pour l'image de la France ? C'est une très bonne nouvelle. Je veux dire, les réactions qui consistent à dire oui, mais il y a peut-être eu des passe-droits, etc., sont parfaitement ridicules. De fait. C'est flatteur. Oui. C'est globalement flatteur. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un grand acteur, c'est quand même une part importante du cinéma d'aujourd'hui, mais surtout parce que il n'est pas seul à faire ce mouvement. Il y a aussi des chercheurs qui essayent de venir et de s'installer en France. Et je veux peut-être rappeler ce que peut nous coûter une attitude trop fermée. Lorsqu'il y a eu l'épisode du Covid, il y avait une chercheuse qui était d'origine hongroise qui voulait s'installer en France et qui avait sollicité l'université de Montpellier. Elle a été refusée pour des raisons administratives, parce qu'elle n'avait pas ceci ou cela, enfin le truc classique de l'université en France. Et donc elle s'est exilée du coup aux États-Unis. Elle est à l'origine, une des personnes à l'origine
du vaccin qui aujourd'hui, qui a sauvé tant de millions de vies. Donc, vous voyez, Bien sûr, il y a des chercheurs aujourd'hui américains qui veulent s'installer en France parce ils ne sont plus libres, tout simplement. Et dans ce cas, met en avant George Clooney, il y a aussi cette idée de liberté qu'il trouve en France et qu'il ne trouve plus aux États-Unis. Et le respect de la vie privée aussi. Et le respect de la vie privée. Donc c'est une bonne nouvelle pour le pays. Voilà. Et puis en final. plus, voilà un immigré qui dit du bien de la France. On voit circuler sur les réseaux sociaux ses déclarations sur la qualité des trains, sur l'accueil qu'il a dans le village où il habite, etc. Comme quoi, parfois, il faut demander aux autres de nous dire des choses positives sur nous-mêmes. Le maire de Brignoles, qui est un de ses plus chauds partisans, en disant c'est exceptionnel pour nous, a le soutien du RN localement. Oui, il a obtenu le soutien du RN on peut pas localement. Dire que ce soit un événement partisan. Mais sur le cas de George Clooney, c'est pas tellement le passe-droit qui a été souligné, c'est peut-être parfois... Il n'y en a pas eu de passe-droit, puisque c'est une procédure qui existe et qui est utilisée pour d'autres. 2 ans et demi, comme pour tout un chacun de ceux qui... La question qui s'est posée, c'est plus le 2 poids 2 mesures que j'ai entendu hier, comme l'a dit d'ailleurs la ministre déléguée de l'Intérieur. Oui, mais celle-là, elle aurait peut-être mieux fait de se taire. Oui, mais c'est surtout que c'est un secrétaire d'État à quoi ? Vous la connaissiez ? Vous connaissiez son nom, ses attributions ? Je vais être très honnête, j'ai découvert hier. Mais donc voilà, c'est une façon très pitoyable de se faire connaître quand on est une inconnue au gouvernement. Et ça nous ramène un petit peu à notre sujet de départ, c'est-à-dire cette espèce d'indiscipline générale, à la fois à l'Assemblée, etc., mais même au sein du gouvernement, où on a l'air de considérer maintenant qu'un ministre peut prendre la parole, on va dire, contre les intérêts de son gouvernement. Merci Thierry Lenz et merci Jean-Marie Colombani, tous les deux ce matin dans Esprit Libre.